Bonjour tout le monde, j'espère que vous entendez bien. Il est 17h pile et donc on va essayer de commencer à l'heure. Bienvenue pour le 8e webinaire du Claire sur un sujet qui en général rassemble pas mal de monde. Là on a une bonne trentaine. Euh, sur le sujet de la loi sur la transition énergétique. On a déjà fait un webinaire sur le débat national sur la transition énergétique, donc tout ça est en train de se préciser un peu. Les objectifs qu'on se donne là, c'est de présenter l'état du projet de loi, le contexte dans lequel il pourrait évoluer, et de manière à ce que d'une part tout le monde soit au plus haut niveau de compréhension possible, mais aussi que vous nous fassiez remonter vos retours, vos avis, pour que dans les propositions d'amendement que fera Leclerc et que nos partenaires et amis feront, on ait le plus possible les retours terrain des uns et des autres. C'est Anne Bringot, juste à côté de moi, qui va faire l'essentiel de la présentation. Pendant la présentation, pour qu'on puisse bien structurer le temps de discussion, n'hésitez pas à envoyer vos soit questions, soit propositions par le chat. Et Bouchra Azarwal, qui est juste à côté, que vous voyez pas, mais qui fait la régie, les organisera pour qu'on puisse structurer un petit peu le temps de discussion. Pendant la présentation, Anne va d'abord présenter le projet de loi transition énergétique tel qu'il est aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale. Et dans un deuxième temps, les demandes d'amendement qui ont déjà été identifiées par le groupe d'associations et ONG avec lesquels nous travaillons le plus. Et puis, dernière précision, tout ça va devoir aller très très vite, puisque, je crois qu'Anne va le préciser un petit peu aussi, le calendrier est très serré et l'essentiel des amendements va être discuté en commission à la fin de ce mois de septembre. Et pour que les députés de cette commission puissent les discuter nos amendements, il va falloir qu'ils les reçoivent d'ici une poignée de jours. Donc il y a déjà des rendez-vous. Anne rencontre déjà des attachés du groupe PS à l'Assemblée demain et des attachés du groupe ELV à l'Assemblée demain. Donc on devra déjà avoir quelques amendements. Alors, heureusement, on en a déjà pas mal sous la main demain. Et nous, Leclerc, avec d'autres associations, RAC, FNH, Greenpeace, si j'oublie pas, la personne, nous aurons une audition groupée le 18 septembre. Donc c'est essentiellement à ces dates-là que se feront les gros moments de proposition. Et puis ensuite par écrit, évidemment. Donc vous comprenez que le calendrier va être très, très serré. Donc n'hésitez pas à proposer. Aujourd'hui, on a 1h30 pour discuter. Je pense qu'on aura à peu près une demi-heure de présentation, ce qui nous laissera 1 heure pour le temps de discussion ensuite, sur la base de vos remarques et questions qu'on essaiera de structurer le mieux possible. Voilà, et bien je passe la parole à Anne. Bonjour à tous. Donc, on va parler de cette loi qui a changé encore une fois de nom, puisqu'elle était une loi pour la transition énergétique, puis pour un nouveau modèle énergétique. Et maintenant, c'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Donc, on est dans un cadre assez particulier. Les titres du projet de loi ont un peu évolué depuis un an qu'il y a des discussions sur ce projet de loi. On a d'abord les objectifs, et puis suite à nos demandes aussi qu'on avait faites, on a tout ce qui est consommation d'énergie qui est mis aussitôt après, avec essentiellement bâtiments et transports. On n'a rien sur l'efficacité énergétique hors bâtiments et transports, par exemple sur les équipements ou sur les achats publics. Là, on n'a pas du tout de mesures. Il n'y a pas non plus de mesures sur l'industrie, l'efficacité énergétique dans l'industrie, et aussi totalement oublié de ce projet de loi. Il y a un titre sur l'économie circulaire qui est apparu très tardivement. Ça, c'est un rajout de la nouvelle ministre Ségolène Royal, qui a souhaité rajouter des choses dessus. Et puis ensuite, on a la production et enfin la partie plus gouvernance. Donc, on va passer rapidement sur le contenu de la loi. Vous aurez bien évidemment le support, donc vous pourrez regarder plus en détail. Je peux aussi vous faire parvenir le lien vers le texte du projet de loi. Donc là, on va le passer assez rapidement pour qu'on ait quand même un temps d'échange ensuite sur ce qu'on veut modifier dans ce projet de loi. Donc, dans le titre 1, les objectifs, on a des objectifs qualitatifs. Par exemple, le prix de l'énergie compétitif, très demandé par le MEDEF, et d'autres objectifs comme garantir la cohésion sociale et territoriale, etc. On a aussi des objectifs chiffrés, notamment pour 2030, en termes de gaz à effet de serre et d'énergie renouvelable.
Et on a un objectif de réduction de la consommation d'énergie, mais uniquement en 2050. Suite à nos demandes insistantes pour avoir un objectif 2030, ce qui a été rajouté, c'est un copier-coller de ce qui est déjà dans la loi POP de 2005, c'est l'objectif de baisse de l'intensité énergétique finale d'ici à 2030. Et par ailleurs, on a le fameux objectif nucléaire, donc réduire la part du nucléaire à 50% en 2025, et a été rajouté ce qui avait été annoncé par François Hollande, c'est-à-dire un objectif de réduction de la consommation d'énergie fossile. Sur le bâtiment, ensuite, des mesures qui ont pas mal fait parler d'elles. C'est vrai que là, il y a quelques mesures un petit peu structurantes, puisqu'il y a l'obligation de rénovation énergétique en cas de grands travaux, ravalement de façade, réfection de toiture. Ça, ce sont des mesures importantes. Il y a des choses également à discuter sur le tiers financement. Ça, on verra ensuite dans les discussions sur les choses à changer. Mais c'est vrai que c'est un des titres où il y a un petit peu de contenu, même si il faudrait aller évidemment beaucoup plus loin. Sur les transports, la liste ici sur cette page peut paraître longue, mais quand on regarde, finalement, il n'y a pas beaucoup de mesures très structurantes. On a des objectifs pour les achats de véhicules dits propres pour l'État et les collectivités. Dans la version précédente, avant les avis CNTE et CESE, c'était des véhicules uniquement électriques et hybrides rechargeables. Là, suite quand même aux remarques de toutes les parties prenantes, ça a été élargi, mais les critères précis seront définis ultérieurement. Il y a toujours l'objectif de déploiement de 7 millions de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides. Et sinon, il y a des objectifs en termes d'énergie renouvelable pour les transports. Ça, c'est un petit peu une reprise de l'objectif européen. Et des choses sur la qualité de l'air, par exemple la possibilité de créer des zones à circulation restreinte. Donc là, on est vraiment dans l'ouverture pour les collectivités, la capacité à faire des choses, mais on n'est pas du tout dans des mesures qui seraient réellement très, très structurantes. Donc, on a des mesures, un titre sur l'économie circulaire, avec justement peu de mesures, plutôt des objectifs. On a une définition de ce que c'est que l'économie circulaire et on a des objectifs à la fois de réduction de quantité de déchets ou de valorisation de déchets qui sont en gros des objectifs qui découlent d'objectifs européens. Sur les énergies renouvelables, on a, alors ce qui était discuté depuis déjà longtemps, c'est l'introduction du complément de rémunération. Donc en parallèle des tarifs d'achat qui vont continuer, mais pour certaines énergies renouvelables ou certains projets, on va avoir ce nouveau mécanisme de complément de rémunération, dont on parlera après sur ce qu'on pourrait changer dedans. Et c'est toujours EDF et les ELD qui restent les interlocuteurs pour tout ce qui est achat, que ce soit via ce complément de rémunération ou pour les tarifs d'achat. Donc peu de grands changements. Et on a quelque chose d'important, c'est l'ouverture du capital des projets d'énergie renouvelable aux riverains donc, et aux collectivités du territoire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais qui reste également à préciser. Un sujet qui fera beaucoup débat, notamment avec les syndicats, c'est l'ouverture à la concurrence des concessions hydro. Sur le nucléaire, on a des choses sur l'information, pas mal de choses sur l'information des riverains. Donc, il y a des nouvelles procédures pour informer davantage les riverains. Il y a des mesures également sur l'arrêt définitif et le démantèlement des installations. Si une installation est arrêtée 2 ans, eh bien, elle doit être arrêtée définitivement et démantelée. Voilà, ce type de mesures un petit peu technique, on va dire. Il y a la limitation de la puissance nucléaire au niveau actuel. Et puis, il y a un processus qui est décrit de planification avec des planifications pluriannuelles de l'énergie. On va dire, voilà, en fonction de l'évolution qu'on veut donner par rapport aux objectifs qui ont été définis dans le titre 1, voilà l'évolution sur les installations de production. Et il y a un commissaire du gouvernement qui est placé auprès d'EDF pour vérifier que les plans stratégiques qui seront faits par EDF sont compatibles avec ces fameuses planifications pluriannuelles de l'énergie. C'est ce que le gouvernement a choisi comme option pour mettre en place ce fameux objectif de 50% de nucléaire en 2025.
Sur les réseaux et la distribution, il y a plusieurs mesures techniques. On voit qu'il y a probablement des mesures pour avoir moins de contestations sur des lignes très haute tension, des choses qui peuvent également simplifier les choses parfois sur certains projets d'énergie renouvelable. Donc, quelques mesures de ce type-là. Et puis, il y a aussi des choses sur les tarifs d'utilisation du réseau, les TURP, où on propose d'inclure une marge dite raisonnable pour réaliser les investissements et pour le développement du réseau. Donc ça, c'est un des points qu'on discutera également après. Sur la gouvernance, donc il y a ces différents outils de planification qui sont mis en place. On va créer, enfin le gouvernement va produire des budgets carbone sur des 2 fois 5 ans. On va établir par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés de réduction des émissions de gaz à effet de serre, quelle est finalement la trajectoire de réduction sur 2 fois 5 ans. Et on va mettre en place des stratégies bas carbone qui vont déterminer les plans d'action pour arriver à ces budgets. Et on va répartir du coup ces budgets par grands secteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très nouveau. Ces stratégies bas carbone s'appelaient avant plans climat nationaux, donc ça change de nom. Il n'y avait pas vraiment ces budgets carbone annuels, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et ensuite, on a les programmations pluriannuelles de l'énergie, sachant qu'on avait jusque-là des PPI. Donc on change un petit peu de nom, on aura une planification sur les différentes installations, que ce soit d'électricité, gaz, chaleur, énergie renouvelable, et puis aussi des choses sur l'efficacité énergétique. Tout ça sous un même maintenant vocable de PPE. Alors, ça semble découler les uns des autres. On pourrait penser que le critère carbone sera prédominant, donc c'est quelque chose sur lequel il faudra aussi être vigilant. Le CNPE émettrait un avis, donc on voit que c'est quand même quelque chose qui va être construit de manière très centralisée par le gouvernement. Et par ailleurs, au niveau territorial, le rôle des régions est renforcé, même si la notion de service public régional de l'efficacité énergétique n'est pas dans la version définitive du projet de loi. Et il y a un déploiement supplémentaire des plans climat, air, énergie territoriaux qui seront mis en cohérence avec les fameux schémas régionaux. Sur la précarité énergétique, pas grand-chose malheureusement dans le projet de loi, alors qu'on avait, c'était un sujet très consensuel dans le débat national sur la transition énergétique. Les intercommunalités vont pouvoir apporter une aide aux ménages. Bon, voilà, on laisse la possibilité c'est encore une des mesures où qui n'est pas quand même très structurante. Et puis, on crée un chèque énergie qui va pouvoir aider les ménages à payer leur énergie. Donc, ça va remplacer les tarifs première nécessité de l'électricité et du gaz, mais s'étendre à tous les types d'énergie. Il est également indiqué dans la loi que ça peut aider pour les dépenses d'amélioration de l'habitat. Bon, évidemment, il faudra voir le montant du chèque. Si il est du même niveau que les tarifs première nécessité, on aura du mal à payer à la fois l'énergie et les travaux. Sur les financements, il n'y a pas grand-chose dans le projet de loi, puisque le choix du gouvernement était de dire on va le traiter ailleurs, soit dans le projet de loi de finances, ce qui peut avoir une certaine logique, soit par d'autres mesures qui sont prises en parallèle. Donc c'est vrai qu'on a les mesures de soutien aux énergies renouvelables, le chèque énergie dont j'ai déjà parlé, mais sinon il y a d'autres annonces qui ont été faites et soit qui sont déjà appliquées, soit qu'on verra dans le projet de loi de finances. La modification du CIDD, donc le crédit d'impôt développement durable, avec une augmentation des taux et puis le fait que maintenant ça soit pour un seul élément. Voilà, il y a une discussion également à avoir sur l'intérêt de cette mesure qui peut être un petit peu du saupoudrage et de l'effet d'aubaine. La relance de l'éco-PTZ avec les nouveaux artisans RGE, donc on espère que les banques maintenant vont pouvoir relancer ce prêt. Un fonds de garantie pour la rénovation qui a été annoncé mais qui n'est pas dans la loi. La même chose pour les PME. On annonce aussi des prêts à taux réduits via la Banque européenne d'investissement ou la Caisse des dépôts et consignations pour les collectivités, notamment pour rénover des collèges par exemple. Il y a un soutien financier pour les territoires énergie positive, un doublement du fonds chaleur, des 100 millions d'euros pour des méthaniseurs. Donc on voit différentes mesures, différentes annonces qui restent quand même à confirmer. Tant qu'on n'a pas le projet de loi de finances, ça reste pour l'instant des annonces. Donc là où c'est intéressant de discuter maintenant, c'est qu'est-ce qui manque. Alors ça, c'est
dans ces pages-là, on a des choses qu'on a pu collecter jusque-là, mais en fait, on a des propositions qui nous arrivent de plusieurs organisations et un peu en parallèle et un peu dans le rush, puisque, comme le disait Raphaël, on a un calendrier très tendu. Donc là, ce sont quelques points qui nous sont remontés, mais qui restent évidemment à compléter, et on attend aussi évidemment qu'il y ait des compléments que vous puissiez nous apporter de par votre connaissance de certaines activités ou de votre connaissance également des territoires, bien évidemment. Donc sur les objectifs chiffrés, il faut une augmentation, enfin une réduction beaucoup plus importante des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Le climat, tous les rapports le disent, se dégrade beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Et donc, si on veut rester en dessous des 2 degrés, 40% est insuffisant. Sur les énergies renouvelables, 32% en 2030, c'est finalement fléchir l'augmentation que l'on avait prévue pour 2020. Donc, c'est finalement faire moins d'efforts d'ici à 2030. Donc, on demande au moins 45%. Et sur l'un des points principaux, sur la réduction de la consommation d'énergie, donc on a une division par 2 en 2050, mais on n'a pas d'objectif 2030, donc on veut un objectif dans la loi qui serait une réduction de la consommation d'énergie d'au moins 35%, qui pourrait être décliné par secteur, ce qui peut avoir un intérêt effectivement pour cibler certains secteurs en particulier. Alors sur ces objectifs-là, il y a d'autres objectifs qu'on aimerait voir rajoutés qui ne sont pas dans le texte, notamment l'objectif long terme sur la rénovation des bâtiments. C'est un objectif qui était consensuel aussi, quasi consensuel à 100% dans le débat. Il faut que l'ensemble des bâtiments à 2050 soit un niveau BBC rénovation ou équivalent. Et donc, il faut que ça soit inscrit dans la loi pour qu'on se mette sur cette trajectoire-là d'avoir 100% des bâtiments correctement isolés en 2050. Et puis, il faut aussi des objectifs de réduction de la part des ménages en précarité énergétique. C'était aussi des choses assez consensuelles, soit réduction de la part des ménages en précarité énergétique ou une part de logements rénovés par an qui soit pour des ménages en précarité énergétique. En tout cas, ça, ce n'est pas présent dans la loi et c'est vraiment indispensable d'avoir quelque chose. Ensuite, des petites choses un peu plus secondaires, mais bon, voilà, le prix de l'énergie, le prix compétitif de l'énergie comme objectif, évidemment, pour nous, c'est le coût de l'énergie, donc intégrer bien évidemment la quantité pour parler efficacité énergétique. Il y a aussi dans ce titre des objectifs une définition des territoires énergie positive qui ne parle pas réellement d'énergie renouvelable. Donc là, il y a une définition à revoir. Donc ça, on pourra en parler plus en détail si vous voulez. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais passer toutes les propositions des différents sujets et ensuite on ouvrira la discussion sur certains points qui vous concernent peut-être plus, plutôt que de couper. Question de précision? Il y a 2 questions de précision juste avant. Il y a Noémie Zambo qui demande sur le sujet des tarifs d'achat, est-ce que la procédure européenne d'ENERCOP pour mobiliser la CSPE a abouti? Alors là, je peux répondre aussi avec une autre casquette. Non, la procédure n'a pas abouti au niveau européen. C'est très compliqué quand même comme procédure et difficile d'obtenir quelque chose. Il n'est pas exclu qu'avec le nouveau système qui s'appelle complément de rémunération, la garantie d'origine soit associée à la vente sur le marché. C'est-à-dire que le producteur va vendre son électricité sur le marché et il aura ensuite un complément de rémunération qu'on peut aussi appeler prime qui sera versé par EDF. Mais la garantie d'origine devrait être liée à la première vente sur le marché. Et donc, ENERCOP pourrait du coup acheter de l'électricité, par exemple, provenant de l'éolien, sans difficulté. Et le producteur aura le complément qui viendra d'EDF. En tout cas, ce ne serait plus un blocage à ce niveau-là pour ENERCOP. C'est ce qui semble apparaître dans les discussions, mais la précision sur le processus sera faite ensuite par décret. Donc, ça sera un petit peu après la loi. Il y avait une deuxième question qui était de préciser le fonctionnement du fonds de garantie pour la rénovation. C'est une des dernières diapos que tu as présentées. Oui, alors ça, c'est une proposition de la Caisse des dépôts et consignations et qui voulait proposer effectivement un fonds qui récupère une partie notamment du produit des C2E pour pouvoir garantir les prêts accordés par les banques aux ménages qui vont rénover leur logement, ce qui permettrait de réduire un petit peu le taux d'intérêt
de ces prêts et d'arriver à des taux pour la rénovation qui sera l'équivalent de la construction. Je ne sais pas si tu veux compléter, Raphaël, ou si c'est... Ouais. L'idée était de baisser les taux puisque ce que disent certaines banques, c'est comme il y a éventuellement des risques quand on investit dans l'amélioration énergétique des logements, en tout cas des choses que les banques ne maîtrisent pas, elles disent qu'elles ne peuvent pas faire des taux bas. Et l'idée était de faire un fonds qui garantit ces risques et donc d'avoir des taux très bas. Vous savez peut-être qu'il y a une conférence bancaire et financière en ce moment qui consiste pour la transition énergétique, donc qui consiste à essayer de mobiliser les banques et acteurs financiers. Globalement, elles sont d'accord que sur une chose, c'est qu'elles ne veulent pas de cet outil-là. Donc, ça explique pourquoi il n'est pas dans la loi. La difficulté, c'est qu'on ne soit pas d'accord sur grand-chose d'autre pour mettre en œuvre la transition énergétique. En tout cas, il y a des chances pour que ce fonds de garantie, qui était un des grands engagements pris même par François Hollande dans la conférence environnementale l'année dernière, disparaisse, puisque les banques disent qu'elles n'en veulent pas. Je ne sais pas trop exactement, je ne vois pas ce qu'on en ferait. A priori, il est mal parti. C'était les deux questions, c'est ça? Donc, oui. Sur les manques ensuite dans le bâtiment, sur l'obligation de travaux en cas de rafalement et de réfection de toiture, il y a normalement une étude avantages-inconvénients qui pourrait permettre aux ménages de ne pas faire les travaux pour différentes raisons. Donc, ce qu'on demande, c'est d'enlever cette étude avantages-inconvénients, que le cas général soit l'obligation de travaux et qu'il y ait des exceptions possibles, donc en cas d'impossibilité technique, architecturale, etc., mais que ce ne soit pas une étude avantages-inconvénients qui semble impossible à réaliser, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et qui permettrait d'être un moyen finalement d'échapper à cette obligation. Il y a le souhait aussi d'avoir un objectif sectoriel de réduction de la consommation d'énergie en 2030 donc pour le bâtiment. Ça, c'est également quelque chose d'important. Et puis, la séparation des activités de fourniture d'énergie de celles de services de maîtrise de la demande en énergie. C'est vrai qu'on voit actuellement des fournisseurs comme EDF ou GDF qui ont des filiales qui proposent des services de maîtrise de la demande en énergie, qui du coup proposent pas forcément les services les plus efficaces, ou en tout cas qui seraient le plus intéressants pour les particuliers. Donc, séparer ces activités permettrait vraiment de développer des services qui correspondraient vraiment aux attentes des ménages. Ce qui manque réellement dans la loi, c'est des outils de financement qui soient associés à des critères vraiment de performance énergétique et une vraie volonté d'aller vers des performances importantes pour chaque rénovation. Là, on voit qu'on va saupoudrer des petites aides, faire des rénovations sinon sur la partie toiture avalement, mais on ne sait pas vraiment avec quel niveau de performance. Donc, on n'est pas encore vraiment sur une tendance pour avoir des rénovations globales et 100% de rénovation pour 2050. Tu me dis, Raphaël, si tu veux compléter à chaque fois. Sur les transports, alors c'est moins quelque chose qui est géré ou suivi au niveau du CLER. Donc là, comme j'ai une casquette aussi réseau Action Climat, j'ai repris aussi des choses qui peuvent être demandées au niveau de soit du réseau Action Climat ou d'autres associations. Donc évidemment, cette notion de véhicule propre qui est associée à ces obligations d'achat public, voilà, il faudra le définir puisque ça va certainement donner lieu à des discussions assez houleuses. L'objectif biocarburant, donc c'est l'objectif 10% énergie renouvelable en 2020 dans les transports. On sait que c'est les biocarburants derrière, donc là également on veut simplement que cet objectif soit retiré puisqu'il y a un risque majeur avec les biocarburants. Il y a des choses qu'on pourrait faire également qui ne sont pas des changements majeurs dans la loi, c'est de rendre les plans de déplacement d'entreprise obligatoires pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est des opérations qui permettent vraiment d'avoir une réflexion sur les modes de déplacement, de développer des actions de covoiturage ou autre. Donc c'est quelque chose qui est pas très lourd à mettre en œuvre et qui pourrait avoir des impacts. Ce qui est important, qui est des demandes qu'on avait depuis le départ, mais qui n'ont jamais été intégrées dans le projet de loi, en fait, c'est tous les volets vraiment structurants sur les transports, qui sont absents complètement du projet de loi. Donc, c'est réorienter les financements vers les infrastructures de transport moins polluantes.
Donc voilà, plutôt financer les transports en collectif, le fret ferroviaire, plutôt que de nouveaux aéroports ou de nouveaux transports, enfin infrastructures routières. Et on sait qu'avec l'écotaxe poids lourd qui a quand même du plomb dans l'aile, on n'a pas les financements qui sont rentrés de manière suffisante pour développer les projets de transport collectif qui étaient prévus. D'autres mesures structurantes, la baisse des limitations de vitesse. Ça, on sait que c'est un impact direct sur les économies d'énergie, sur le climat et également sur la sécurité. C'est quelque chose qui évidemment n'est pas consensuel. Il faudra aussi des PDU obligatoires en dessus de 100 000 habitants. Alors, à voir après le seuil, mais en tout cas, 100 000 est pareil, un seuil trop élevé. Et puis, limiter l'étalement urbain, ce qui cause beaucoup de déplacements contraints. Là-dessus, on proposait une modulation des aides de logement en fonction de la proximité des transports en commun, pour justement inciter à la densification. Voilà, tous ces sujets-là, qui étaient plutôt consensuels dans le débat, n'ont pas du tout été repris dans le projet de loi. Sur l'économie circulaire, alors on parle d'économie circulaire, mais finalement on a essentiellement des points sur des objectifs en termes de déchets, donc on n'est pas complètement sur la notion d'économie circulaire. Donc là il est important d'avoir une hiérarchie dans l'utilisation des ressources pour favoriser l'utilisation de ressources notamment recyclées par exemple. Et puis rendre obligatoire le tri à la source, par exemple du papier ou des métaux, des plastiques, du verre, du bois, etc. On se pose des questions sur les mesures d'efficacité énergétique pour l'électricité spécifique. Donc tout ce qui est équipement, tout ce qui peut, voilà, on a parlé récemment des aspirateurs avec des mesures, l'étiquette énergie au niveau européen, mais la France peut prendre des mesures aussi. Et alors il n'y a pas de titre pour ça, donc on s'est dit pourquoi pas dans l'économie circulaire. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de discuter. Et si vous avez un avis, ben, on est preneur aussi. Sur les générations énergie renouvelable, en fait, c'est ce fameux complément de rémunération qui devrait être précisé. Pour l'instant, il est indiqué comme mécanisme, mais on ne sait pas du tout si c'est quelque chose qui va permettre finalement au producteur d'avoir un prix de vente qui serait équivalent finalement au tarif d'achat. C'est-à-dire qu'il aurait le marché plus une prime qui serait variable en fonction de ce prix de marché, qui lui garantit donc un prix de vente plus ou moins fixe, comme ça peut se faire en Allemagne. Tout ça sera précisé par décret, donc on aimerait bien qu'il y ait quand même quelques précisions déjà dans le projet de loi pour assurer une visibilité aux producteurs. J'ai reçu sinon des amendements sur des propositions d'adhérents du CLER sur le fait de gérer le fait qu'il y ait plusieurs lauréats pour des cas d'appel d'offres. Et puis il y aura probablement des mesures sur l'investissement citoyen, l'article 27, et des mesures de simplification sur les énergies renouvelables, mais ça reste à compléter. Sur le nucléaire, qui n'est pas non plus un sujet sur lequel le CLER s'exprime, donc ça c'est plutôt ce qui vient d'autres organisations, on a un objectif de 50% de part du nucléaire en 2025, mais on n'a pas... Le débat national était censé donner justement cette trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'évolution de la consommation d'électricité? Quelle est l'évolution des exportations? Donc, quelle est l'évolution du parc? Et ça, c'est reporté aux planifications pluriannuelles de l'énergie. Donc, voilà, on a l'impression quand même de ne pas être beaucoup plus avancé avec ce projet de loi et de ne pas être vraiment assuré que cet objectif sera tenu. Et l'une des demandes de plusieurs organisations, c'est d'avoir une procédure spécifique pour la prolongation au-delà de 40 ans des réacteurs, ce qui permettrait d'avoir un débat un peu plus démocratique et politique sur l'allongement de la durée de vie des réacteurs et pas seulement quelque chose qui se fera dans des PPE qui seront quand même pas de manière très très ouverte. Sur les réseaux, la distribution, donc il y a beaucoup des réactions sur les marges des gestionnaires de réseau. Donc l'article qui est prévu permet d'avoir des marges pour les investissements, voilà, mais est-ce que c'est pas aussi une manière de faire remonter les dividendes vers EDF? Donc il y a probablement des garde-fous à mettre en place. L'implication aussi des collectivités sur les choix d'investissement et puis l'accès aux données évidemment sur la distribution. Probablement des choses à ajouter également là-dedans.
Sur la gouvernance et sur les outils de planification, donc sur les budgets carbone, pour nous, il est important de rajouter les émissions liées à la consommation, c'est-à-dire que, en fait, les émissions de la France, parfois, enfin, en partie, elles baissent parce qu'on a délocalisé certaines industries et qu'on importe finalement ces produits qui ne rentrent pas dans les calculs d'émissions. Donc, c'est important de pouvoir calculer également les émissions qui sont liées à nos importations, éventuellement soustraire ce qui est lié aux exportations, même si on aurait en parallèle les deux indicateurs, hein, ce qui est sur le territoire et ce qui vient de nos consommations. Il y a également l'information vers les citoyens sur l'ensemble du territoire. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se discutent sur des plateformes. Voilà, il faut clarifier les choses et il faut que une place reste importante pour les espaces info-énergie. Question, est-ce qu'il faut prévoir un volet emploi, formation dans les futurs schémas régionaux climat et énergie? La partie transition professionnelle est vraiment très très réduite. Il doit y avoir 4 lignes dans le projet de loi et c'est plutôt de l'incantation, alors que l'emploi est quand même une des préoccupations majeures des Français. Donc je pense que là, il y a probablement des choses à rajouter. Et puis ce service public régional de l'efficacité énergétique qui semblait faire consensus et qui a disparu presque pendant la nuit dans les dernières versions du projet de loi. Sur la précarité énergétique, donc je parlais tout à l'heure au niveau des objectifs, il faut des objectifs en termes de rénovation. Dans le débat, il y avait l'objectif d'avoir 200 000 rénovations pour les précaires énergétiques dans le logement privé, plus 130 000 dans le logement social. Intégrer également la performance énergétique dans les critères de décence et d'insalubrité pour finalement sortir du parc les logements avec les étiquettes les moins performantes de manière progressive. Et puis le chèque énergie, voilà, qu'on sache un peu plus comment il va être, de quoi il va être constitué, quel est son montant, son fléchage, etc. Sur les financements, il manque beaucoup de choses, ne serait-ce que sur les outils existants. On a un livret développement durable qui est censé amener 10% 10% des fonds collectés sont censés aller pour des projets, notamment de rénovation. On sait que c'est pas le cas et pour l'instant, il n'y a aucun mécanisme de contrôle ou de sanction, notamment de la part qui est gérée par les banques. Le tiers financement. Donc la version actuelle du projet de loi nécessite un agrément bancaire pour faire du tiers financement, ce qui bloque quasiment de facto ou rend plus cher les propositions des acteurs de tiers financement. Donc là, il y a des choses évidemment à changer. Depuis le début, on demande une institution financière de la transition énergétique ou un fonds souverain, en tout cas des gros volumes financiers à des taux réduits qui permettraient, comme ça peut se faire en Allemagne avec la KfW, d'avoir des prêts à taux réduits pour la rénovation ou les énergies renouvelables ou les infrastructures de transport. Et puis évidemment, simplifier tous les outils financiers pour la rénovation et flécher vers la rénovation performante, puisqu'actuellement, on a toujours autant d'outils et je pense que c'est toujours aussi incompréhensible. Sur le calendrier, donc on a un débat parlementaire un peu précipité, puisque le gouvernement a décidé d'appliquer une procédure accélérée, donc une seule lecture à l'Assemblée nationale, puis une seule lecture au Sénat. Une commission spéciale a été mise en place à l'Assemblée nationale. Ça, c'était une de nos grandes demandes et ça, on est assez content. Ça veut dire qu'il y a des gens de la commission des affaires économiques et des gens de la commission de développement durable, enfin des députés, plus des députés d'autres commissions qui se mettent ensemble. Donc, c'est pas seulement la commission des affaires économiques qui va traiter la loi, ce qui est plutôt positif. 69 membres de mémoire, François Brotte qui est le président, et on a 5 rapporteurs, vous aurez les noms tout à l'heure. Donc elle s'est réunie aujourd'hui pour la première fois pour nommer le président, les rapporteurs et pour auditionner Ségolène Royal. Et ensuite elle va auditionner différents acteurs. Donc nous, on va être auditionnés le 18 par la commission. Et ensuite, chaque parlementaire va pouvoir proposer, de la commission, va proposer des amendements. Et donc, il faut qu'on ait des amendements pour mi-septembre ou plus tard pour pouvoir alimenter les parlementaires de la commission qui va travailler entre le 24 et le 29 septembre, sachant qu'ensuite, il y a le projet de loi sera débattu à l'Assemblée nationale en plénière entre le 1er et le 9 octobre, donc vraiment de manière très rapide. Ensuite, ça ira au Sénat, mais qui aura changé de couleur entre-temps. Donc, probablement, tout ce qui sera fait au Sénat sera de toute façon retoqué au moment de la commission mixte paritaire. Et c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Donc, voilà, au 9 octobre, on aura finalement quasiment la version finale de la loi.
Là, je vous ai mis les noms des rapporteurs. Hein. Il y a des gens qu'on connaît bien, donc c'est des points de contact intéressants, dont des gens qui ont bien suivi le débat et qui connaissent parfaitement les sujets. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on collecte et qu'on compile les propositions d'amendements pour pouvoir les remettre aux parlementaires. Demain, par ailleurs, on a une conférence de presse, le CLER et le RAC, le réseau Action Climat, on va sortir le transitiomètre, hein, donc cet outil qui mesure si le projet de loi finalement permet d'atteindre les engagements de la France sur le facteur 4, sur la division par 2 des consommations d'énergie, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, etc. Tous les engagements que la France a déjà pris qui sont dans la loi, finalement, est-ce qu'on a les mesures pour les atteindre? Demain, on va dévoiler le transitiomètre qui ne sera pas très bon, c'est un scoop. On va également être auditionné, et ce transitiomètre, il sera mis à jour ensuite avec les amendements qui seront votés en commission et au Parlement. On sera auditionné donc le 18 septembre. On va essayer d'avoir des auditions auprès des rapporteurs, mais c'est un petit peu compliqué vu les délais. On va avoir une conférence de presse le 23 septembre avec un collectif plus large qui s'appelle les acteurs en transition énergétique, avec des syndicats, donc des ONG, des entreprises, des collectivités, pour montrer que la transition est portée par des acteurs différents. Et on est en train de travailler aussi sur une petite plaquette courte sur les emplois de la transition énergétique qu'on veut faire avant, pour début octobre, donc les délais sont très courts, pour montrer les opportunités en termes d'emploi de la transition énergétique, pour répondre un peu à toutes les attaques sur vous voulez fermer toutes les centrales et donc mettre plein de gens à la rue. Donc on va montrer un petit peu les nouveaux métiers, les chiffres, des exemples à l'étranger, etc., etc. Donc voilà pour ce qui est prévu. Donc on ne va pas chômer d'ici mi-octobre. On peut